S'il y a bien une chose que Tite Kubo fait mieux que presque n'importe quel mangaka, c'est poser des questions sans aucune réponse. Pas par négligence ou paresse, mais par calcul. Par cette façon qu'il a de glisser des détails en apparence anodins dans un coin de case, de les laisser reposer pendant des centaines de chapitres et de les faire exploser au moment où on s'y attend le moins. On a vu ça avec Zangetsu, on a vu ça avec Mimiyagi, avec Yashiro et son lien atypique avec Zaraki, et enfin, on a vu ça avec l'enfer, révélé dès le chapitre 12, mentionné pour la première fois dans le chapitre 1 et ignoré pendant 20 ans. Kubo joue sur le temps long, et c'est à la fois ce qui rend Bleach fascinant et ce qui le rend parfois vertigineux, parce que certaines questions restent sans réponse depuis si longtemps qu'on a fini par se demander si la réponse existe déjà quelque part, dissimulée dans un détail qu'on a tout survolé trop vite. Aujourd'hui, on ne va pas résoudre tous les mystères, ce serait mentir. L'objectif n'est pas de tout expliquer, mais d'ouvrir les bonnes portes, de poser les bonnes questions et de mesurer l'impact que ces zones d'ombre ont sur la cosmogonie entière de Bleach. Parce que certains de ces mystères, si on les résout, changent tout. 8 points obscurs, 8 questions que Kubo n'a jamais vraiment tranchées, et pour chacune, ce qu'elle pourrait impliquer si une réponse finissait par émerger. S'abonner est très important pour vous comme pour moi, surtout avec la cloche. De mon côté, je peux avoir de meilleurs partenariats, donc manger, et du vôtre, vous ne ratez aucune vidéo. Vu que je ne suis pas régulier, c'est très facile d'en rater. Le pouce vers les cieux, le giga boost pour doper l'algorithme, et le commentaire pour, par exemple, me proposer des pistes à creuser sur le lore de Bleach, un personnage sous-traité que t'aimerais voir sous mon scalpel, et j'ai vu vos commentaires sur Ulcura, Stark et ainsi de suite, ça viendra, ou n'importe quoi d'autre, je lis absolument tous les commentaires. Au fait, avant de commencer, t'es fan de Bleach et t'as toujours pas ton précieux exemplaire de Bleach décrypté dans ta collection? Il est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies, ainsi que sur tous les sites de vente en ligne comme Fnac et Amazon. Let's go, à toi de jouer. Vous êtes prêts? C'est parti. Kurosaki Ichigo, Shinigami Daiko da. On croit connaître le cycle des âmes dans Bleach. Un humain meurt, devient un plus, est purifié par un Shinigami, rejoint Soul Society, se réincarne. C'est simple, propre et mécanique. Sauf que, dès qu'on sort des cas standards, tout devient flou. Commençons par le cas le plus explosif. Que se passe-t-il quand un Shinigami tranche un Vastolord? Un Vastolord, c'est l'accumulation de plusieurs milliers d'âmes holo englouties au fil des siècles. En théorie, la purification par Zanpakuto libère ces âmes et les envoie à Soul Society. Mais des milliers d'âmes simultanément, peut-être même des dizaines de milliers d'âmes? Le système peut-il absorber ça sans dysfonctionnement? Dans CFYOW, Ichibei explique qu'il a épargné Haribel et Grimjo par exemple, précisément pour éviter de perturber la balance des âmes. Ce détail, glissé en apparence pour justifier une décision narrative, révèle en réalité quelque chose de profond. La purification massive est dangereuse. Elle peut déséquilibrer quelque chose que personne ne maîtrise vraiment. Ensuite, il y a les Quincy. Leur pouvoir détruit les âmes plutôt que de les purifier. C'est précisément ce qui a déclenché le génocide orchestré par Yamamoto il y a 1000 ans, et désormais grâce à l'anime TYBW, parce que Yhwach a refusé les négociations avec Ichibei. Mais que devient un Quincy lui-même après sa mort? Rejoint-il l'âme de Yhwach comme le suggère la nature de son pouvoir? Est-ce seulement la partie qu'il a offert qui retourne à lui? Ou si son Reiatsu au Quincy est suffisamment élevé, finit-il en enfer selon la règle révélée dans Nobresse from Hell? Les deux hypothèses coexistent sans qu'on sache laquelle prime. Et quid des cas hybrides? Ichigo cumule Shinigami, Holo, Quincy et Fullbring, et c'est un humain. Ikone est une construction artificielle mélangeant plusieurs sources, comme Ichigo, et Ginjo, lui, a été envoyé à Soul Society malgré son statut de Fullbringer. Mais Ginjo était un Shinigami remplaçant officiel. Est-ce que cette désignation institutionnelle suffit à modifier le cycle naturel, ce dont je doute très fort? Et si Ichigo mourait demain, où irait-il exactement? Ou encore, pour terminer sur ça, si un Fullbringer élimine un Holo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est purifié? On pourrait continuer comme ça longtemps. Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles dessinent les contours d'un système beaucoup plus fragile et arbitraire qu'il n'y paraît. Un système qui classe, trie et envoie les âmes vers des destinations prédéterminées sans que personne n'ait jamais vraiment vérifié si les règles tiennent encore. Et pour cause, la règle qui envoie en enfer les plus puissants n'était qu'une vieille légende connue par une poignée d'élus, comme Shunsui Kyoraku.
On sait comment naît un Zanpakuto Shinigami, du moins dans les grandes lignes. L'Azoshi, forgé par Uetsu Nimaya, reçoit l'empreinte de l'âme de son porteur au fil du temps, jusqu'à développer une identité propre. C'est un processus long, intime, presque organique. Mais ce qui demeure obscur, c'est que Uetsu affirme créer les Azoshi à l'aide d'âmes de Shinigami. D'où viennent ces âmes? Est-ce des sacrifices, des âmes qui flottent au sein de Soul Society, ou est-ce qu'il est capable de les récupérer depuis le cycle des âmes? Encore trop de points obscurs. Mais les Arrancars, leur Zanpakuto apparaît au moment de leur Arrancarisation, cette transformation qui leur donne une apparence humanoïde en échange d'une partie de leur puissance holo enfouie dans une lame. Mais ils deviennent plus puissants. Sauf que personne n'explique jamais d'où vient cette lame. Est-elle forgée? Naît-elle spontanément? Est-elle une manifestation directe de l'âme holo, comme si le Zanpakuto Shinigami et la résurrection Arrancar étaient deux expressions différentes du même phénomène? On peut imaginer deux hypothèses. La première serait qu'il y aurait un Uetsu au sein du Uekomondo qui forge des lames avec une méthode similaire. Après tout, Aizen lui-même a créé White, tout comme Uetsu a créé ses Azoshi. Mais cela me semble très peu probable et puis ça ne fonctionne pas. La seconde piste, la plus crédible en l'état, serait que le Zanpakuto apparaisse naturellement, comme une complétion de l'âme d'un Arrancar ayant obtenu des pouvoirs de Shinigami. Et le plus intéressant avec ce scénario serait que Uetsu lui-même se serait inspiré de ce phénomène pour réaliser sa propre méthode. Mais ce qui complique encore la question, c'est que certains Zanpakuto d'Arrancar évoluent. La lame de Noitora change de forme au fil de sa progression. Haribel également, ce n'est pas une lame figée à un instant T. Elle grandit avec son porteur, exactement comme un Zanpakuto Shinigami évolue avec son Shinigami, justement. Et Tozen, qui a récupéré son Zanpakuto sur une amie défunte, possède une lame qui n'est pas née de son propre Azoshi. Zaraki, idem, sur un Shinigami inconnu. Ces exceptions ne font qu'approfondir le mystère. Est-ce que la lame appartient à l'âme, ou est-ce que l'âme finit par appartenir à la lame? Le Dangai est un entre-monde, un couloir temporel instable permettant de transiter entre le monde des humains et Soul Society. Sous la surveillance du Kototsu, ce train purificateur qui dévore tout ce qui s'y attarde trop longtemps sans autorisation. Il n'est pas un monstre surpuissant ou un holo mandaté implacable. Non, c'est un être qui appartient à la raison, ainsi tout le monde risque son existence s'il s'y éternise. Bon, enfin, par Aizen, transcendé. Mais au sein du chapitre 70, on découvre qu'il y a dans le Dangai quelque chose que presque tout le monde a regardé sans vraiment voir, sans jamais y revenir, alors que ça pose un immense mystère irrésolu. Des squelettes. Immenses. On pourrait avancer l'hypothèse évidente, des voyageurs pris au piège par le Kototsu, morts dans le couloir et dont les restes ont été laissés là. Pourquoi pas? Sauf qu'il y a un problème avec cette hypothèse, et ce problème est une simplicité désarmante. Pourquoi sont-ils immenses? Un Shinigami normal, un humain, un holo même, ne laisse pas des ossements de cette taille. Ces squelettes appartiennent à des êtres d'une stature sans équivalent, connus dans les trois mondes principaux. Et puis surtout, le squelette d'un holo ne se maintient pas normalement, il se désagrège. Ce qui ouvre une question vertigineuse. Existait-il, avant la séparation des mondes ou dans les marges du système actuel, des êtres d'une taille radicalement différente? Des natifs du Dangai lui-même, une espèce interstitielle qui aurait vécu dans cet entre-monde avant qu'il ne devienne un simple couloir de transit, ou bien des sacrifices nécessaires pour l'établissement des trois mondes et le Dangai comme zone tampon. Une piste parmi d'autres que j'apprécie, des géants chassés de Soul Society, relégués dans cet espace intermédiaire parce qu'ils ne rentraient dans aucune catégorie connue, et ce ne serait pas sans précédent dans la logique de Soul Society qui a montré à maintes reprises sa capacité à effacer ce qui la dérange. Le Dangai cache quelque chose, et personne ne semble pressé de l'expliquer. Rangiku l'affirme dans le manga, plus précisément dans le chapitre 223. On apprend l'existence de Luken, la clé permettant d'accéder à la dimension royale, ainsi que l'existence du Ryo lui-même, et surtout, ce qui nous intéresse ici, qu'il existe une famille royale. Cette information est posée là, sans suite, sans développement. Et depuis, le silence total sur ce point, à tel point qu'on n'y revient jamais, pas une seule fois, y compris quand cela aurait pu tomber sous le sens, avec l'invasion de la dimension royale. On pourrait parler de Redcon, d'une piste abandonnée par Kubo en cours de route, mais regardons ce que l'on sait de la dimension royale. Des habitations visibles et qui semblent bien vivantes de par leur apparence soignée et paisible, une densité de présence spirituelle importante, un palais immense autour d'un être scellé et mutilé. Ce n'est pas un espace vide, il y a du monde là-haut, et pas seulement des esclaves ou des employés d'Ichibei. Alors qui sont-ils? Des aristocrates triés sur le volet par Ichibei, comme on peut le supposer? Des descendants directs d'une lignée liée au Ryo?
Et surtout, sont-ils complices du sort d'Adonneus, de cette mutilation éternelle sur lequel leur paradis privé repose? Ou sont-ils eux-mêmes prisonniers d'un système dont ils ignorent la véritable nature? Est-ce que cette famille royale désignait en réalité la division 0, ou basiquement tous les bâtiments privilégiés de cette dimension? Ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, il n'y a rien de familial dans leur approche du Rayo. La réponse à cette question change radicalement la lecture de la dimension royale. Soit c'est un paradis pour complices conscients d'une injustice cosmique, soit c'est une cage dorée, peuplée d'ignorants, soigneusement maintenus dans l'obscurité par Ichibei. Les deux hypothèses sont dérangeantes, et aucune n'est plus rassurante que l'autre. Vous vous souvenez du gardien géant de la grande porte de l'ouest du Seretei, Jidanbo, immense, fort, débonnaire sous ses dehors intimidants. Au début, il intimide, puis il se prend une raclée par Ichigo. On rit un peu, on passe à autre chose, et on réalise surtout que Gin est infiniment plus dangereux et menaçant. Sauf que Jidanbo soulève une question à laquelle personne ne répond jamais vraiment. D'où viennent les géants dans Bleach? Où Ryu souligne lui-même qu'il ne peut pas être humain. Alors qu'est-il? Dans le monde des humains, les géants n'existent pas, ou plus, selon certaines traditions et livres religieux, car dans la Bible et les traditions des 3 grandes religions abrahamiques, les géants désignaient généralement des êtres hybrides ou des peuples d'une taille et d'une force extraordinaires, souvent associés à une époque ancienne et symbolisant la transgression entre le divin et l'humain, comme les Néphilim dans la Genèse. À Soul Society, en revanche, ils semblent exister naturellement, comme une variante de la population normale. Mais même là, la cohérence est bancale. Le frère de Jidanbo, Jirobo Ikanzaka, est grand mais pas gigantesque. On est sur un beau bébé malgré tout, 2m31. Komamura est un homme loup, de stature imposante, 2m88, mais son grand-père est anormalement immense, même par rapport à lui. On est sur plus d'une dizaine de mètres sans forcer, même si c'est ardu de s'en rendre compte à cause de la mise en scène. Et Jidanbo, lui, nous pose un beau 9m88. Sauf que bon, sans vouloir manquer de respect au manga le plus vendu de tous les temps, on n'est pas dans One Piece ici. Alors est-ce une mutation liée au Reiatsu, une lignée particulière de Soul Society, un héritage d'une époque où les proportions du monde étaient différentes, avant la séparation des mondes? Et si on relie ça au squelette du Dangai, le tableau devient encore plus étrange, comme si les géants étaient un vestige de quelque chose d'antérieur, une espèce ou une condition qui existait avant que les mondes ne soient compartimentés et normalisés. Kubo ne répond pas, il dessine des géants, les utilise quand il en a besoin et tourne la page. Dans le même registre, on peut évoquer la question des animaux, que j'ai déjà traité dans une ancienne vidéo. Leur existence à Soul Society n'est jamais vraiment expliquée. Sont-ils des âmes réincarnées d'humains ayant pris une forme animale? Sont-ils des natifs de Soul Society nés directement dans ce monde sans avoir transité par le monde des vivants? Ou ont-ils leur propre cycle de réincarnation parallèle au cycle humain? Le cas Komamura cristallise tout ça. Son clan est une lignée d'êtres mi-humains, mi-loups. Une malédiction, dit-on, sans que cette malédiction soit jamais vraiment définie dans ses origines, si ce n'est qu'elle soit rattachée à l'idée d'une vengeance. Allez Kubo, c'est pas comme si c'était déjà suffisamment mystérieux, hein. Et son grand-père est d'une taille qui dépasse même les standards de son propre clan, comme si les générations précédentes obéissaient à des règles différentes. Il y a dans Bleach une cohérence implicite sur les humains, les Shinigami, les Holos, mais dès qu'on sort de ces catégories, le cadre se fissure. Les animaux, les géants, les hybrides non humains, autant de points d'interrogation que Kubo laisse délibérément ouverts. Ou alors, pas si délibérément, et c'est précisément ce qui est troublant. Ruka ment dès le début de Bleach, ou plutôt elle simplifie à l'excès soit par mensonge, soit par naïveté. Elle présente Soul Society comme un paradis paisible, un endroit où les âmes trouvent le repos, et elle le situe à l'opposé de l'enfer dès le tout premier chapitre. Insistons déjà sur un point assez fou qu'on ne souligne jamais assez. La première case, c'est un papillon de l'enfer. Ensuite, c'est Rukia, le perso le plus probablement rattaché à ce monde avec Zaraki. J'ai déjà longuement expliqué pourquoi sur ma chaîne. Et enfin, la mention de l'enfer. Tout ça dans le tout premier chapitre de Bleach. Et on veut me faire croire que Kubo n'a pas un plan de taré et qu'on n'aura pas enfin droit au bonheur avec l'arc enfer quand l'anime TYBW sera terminé? À d'autres. Bref, reprenons. Ce qu'elle omet de préciser, c'est qu'on peut atterrir dans le pire district du Rokongai par exemple, sans ressources, sans repères et sans se souvenir de pourquoi on est là, et se faire chlasser directement par un taré ou un voyou désœuvré. Mais surtout, les souvenirs disparaissent. Kubo a confirmé dans une FAQ que les Shinigami ordinaires du Rokongai, comme Ruka et Renji, ne se souviennent pas de leur vie humaine, même lorsqu'ils se rendent dans le monde des vivants. Pour Ruka, on l'explique facilement. Elle est arrivée à Soul Society en étant encore un bébé, d'après ce que l'on sait. Et pour les autres, comme Renji par exemple, s'ils sont nés à Soul Society ou pas, ils sont surtout sans passé identifiable, sans origine traçable, donc on n'en sait rien. Mais alors qu'est-ce qu'on perd exactement en mourant? Juste les souvenirs factuels ou quelque chose de plus profond, l'identité elle-même?
Et si certains souvenirs persistent malgré tout, comme semble l'indiquer le cas de Shibata, l'enfant enfermé dans la perruche, qu'est-ce qui détermine ce qu'on conserve et ce qu'on perd? Il y a même un personnage random qui explique qu'il date d'une ancienne époque, malgré son apparence, donc il se souvient encore de suffisamment de choses pour situer d'où il vient dans le temps, à quelle époque il appartient. Le cycle des âmes dans Bleach est présenté comme un système de renouvellement, mais un renouvellement qui efface. C'est aussi une forme de mort répétée, une mort de la mémoire, donc de l'identité. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui subsiste vraiment d'une vie à l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'une âme reste elle-même à travers les cycles? La question est vertigineuse, et comme souvent, Kubo prend bien le soin de ne jamais la poser frontalement. Vous connaissez ma recette à force, on garde le plus mystérieux et explosif pour la fin. Dans une FAQ, Kubo révèle que la famille Ise, dont Nanao fait partie, est une lignée de prêtresses accomplissant depuis des temps anciens des rituels destinés à apaiser des entités qu'ils appellent les Amatsu-sama, comme on a pu le voir d'ailleurs dans l'anime TYBW. De base, le rituel était flou, c'était impossible de deviner en quoi cela consistait exactement, mais avec cette information, non seulement c'est toujours flou, mais en plus on devient encore plus fou, car c'est tout, pas d'explication supplémentaire, juste ce nom, cette fonction et le silence. Amatsu, en japonais, renvoie au domaine céleste, au monde des dieux supérieurs dans le shintoïsme. Et il existe, dans cette tradition, une divinité particulièrement intrigante. Amatsu Mikaboshi, le dieu des étoiles et du mal, une entité associée aux ténèbres primordiales qui existaient avant que les dieux créent le monde. Une puissance antérieure à l'ordre, hostile à la lumière et à la structure. Et là, vous commencez à voir les liens qui se tissent. Si les Amatsu-sama désignent des entités de cette nature dans le lore de Bleach, en lien avec des ténèbres primordiales, alors plusieurs choses s'emboîtent soudainement. Yuhabaha nous dit dans l'anime TYBW que le Ryo avait repoussé des ténèbres avant d'être sacrifié. Ces ténèbres primordiales, chassées lors de la création des mondes, pourraient bien être précisément ce que la famille Ise a passé des siècles à apaiser, à contenir, à empêcher de revenir. Ce ne serait pas une coïncidence alors que Nanao appartienne à cette lignée et que son Zanpakuto soit lié à celui du clan Ise, cette lame légendaire dissimulée dans le Zanpakuto d'Okuraku lui-même, comme si la famille Ise avait enterré sa propre puissance pour mieux surveiller quelque chose de bien plus dangereux, comme si le clan Ise faisait partie d'un pacte immémorial remontant à la séparation des mondes pour retarder l'inévitable, l'explosion, puis l'invasion cosmique des enfers. Les Amatsu-sama sont peut-être les véritables antagonistes finaux de Bleach, pas Aizen, pas Yuhabaha non plus, pas même les forces de l'enfer, même s'il y aura forcément un lien, mais ce qui existait avant tout ça, ce que le Ryo a repoussé et que personne n'a jamais vraiment vaincu. Le vrai mal, pur, à l'origine de tous les maux que nos héros ont dû affronter jusqu'ici, et à bien y réfléchir, que nos antagonistes ont eux aussi indirectement tenté de repousser. Kubo a glissé cette information dans une FAQ comme s'il s'agissait d'un détail mineur. Ce n'est pas un détail mineur, c'est un clin d'œil sur l'avenir de tout Bleach. Tout comme les portes de l'enfer se sont entr'ouvertes dans No Breath from Hell, Kubo, de plus en plus, nous délivre des pistes très sérieuses et il y a fort à parier que la partie 4 de l'anime TYBW ira encore beaucoup plus loin, avec pourquoi pas, on l'espère, enfin la vérité totale sur le flashback d'Adoneus, sans filtre, sans coupure, avec les voix des personnages et les véritables enjeux qui ont changé le monde de Bleach à tout jamais. Mais à quel prix ? Et voilà 8 portes entrebâillées. Certaines donnent sur des couloirs qu'on commence à déchiffrer, et d'autres s'ouvrent sur un vide complet, un silence de Kubo qui dure depuis des années et qui ressemble de plus en plus à une promesse qu'il n'a pas encore honorée. Ce qui est certain, c'est que Bleach est une œuvre dont la surface est trompeuse. Ce qu'on croit avoir compris en lisant une première fois n'est souvent qu'une couche parmi d'autres, et les zones d'ombre que Kubo laisse subsister ne sont pas des oublis, ce sont des espaces réservés, des cases vides qu'il compte remplir au moment où elles auront le plus d'impact. Les Amatsu-sama, les squelettes du Dangai, la famille royale, l'origine des Zanpakuto, des Arrancar, le cycle des souvenirs, les géants, l'enfer, et même si on n'en a pas parlé dans cette vidéo, le Kido. Ces questions ne disparaîtront pas, elles s'accumulent, et l'Arc-en-Fer devra en résoudre une bonne partie, sous peine de laisser une œuvre entièrement suspendue dans ses propres mystères. Dis-moi en commentaire lequel de ces 8 points t'obsède le plus, et si tu as des pistes que je n'ai pas évoquées, je suis preneur, parce que sur cette chaîne, parfois les meilleures enquêtes commencent dans les commentaires. Bleach décrypté est disponible partout, Fnac, Amazon et vos librairies. Si vous aimez mes analyses, vous allez vous régaler et apprendre énormément de choses sur le meilleur manga. Si cela est dans tes moyens et que tu souhaites soutenir mon travail, si tu estimes qu'il mérite salaire, le lien vers ton soutien le plus efficace possible est dans la description et en commentaire épinglé. Un immense merci à toutes celles et ceux qui participent à cette aventure vers l'inconnu, surchargée en Reiatsu grâce à vous. Sur ce... Ciao.